Allez, bonjour à tous. Donc un petit cours assez long sûrement sur la désignation des matériaux. Donc là on va voir juste les métaux ferreux et non ferreux. Objectif, indiquer et décrire les principales familles de métaux ferreux, tout ce qui est acier fonte, et de métaux non ferreux, aluminium, cuivre. Les domaines d'utilisation déjà pour l'acier, tout ce qui est mécanique, le bâtiment, la vie de tous les jours, vaut mieux pas que ça rouille. Les fontes, les radiateurs en fonte, c'est ce qu'on connaît de mieux en fonte. Les bons gros vieux radiateurs, j'ai changé tous les miens dans ma maison. J'en ai mis des gros en fonte. Donc tout ce qui était bâti aussi de machines, là c'est une antiquité, mais ça continue aujourd'hui, tout ce qui est bâti de machines-outils. La fonte coûte moins cher que l'acier et elle se moule très bien. Et ça absorbe bien les vibrations, donc on l'utilise. Et beaux objets aussi. Alors, tout ce qui est aluminium, un beau carter alu silicium de V8. Dans l'architecture aussi, les fenêtres en cadre alu. L'aéronautique utilise beaucoup d'aluminium pour le gain de poids. Et le cuivre, tout ce qui est, c'est un très bon conducteur, donc tout ce qui est fil. Cuisine, on n'en vend plus trop, mais j'aime bien ces objets. Et tout ce qui est tuyauterie aussi, en maison, ça a tendance à être remplacé par le plastique maintenant. Et Monsieur Lucas, je lui ai mis quand même ses petits tuyaux en cuivre, rien que pour lui. Allez, on y va. Métaux ferreux, suivant le pourcentage de carbone, on obtient de l'acier ou de la fonte. Donc on va chercher des minerais de fer dans les mines. On met ça dans un haut fourneau, on fait chauffer le tout, on rajoute du coke, il y a des épaisseurs de coke, de minerais, je ne vais pas trop là-dessus. On fait chauffer le tout et on va obtenir ce qu'il y a au fond, c'est de la fonte. Au-dessus c'est du leche, bon c'est un petit peu de déchets, donc très utilisé le leche pour les cimenteries. Voilà, donc le but, c'est bien de faire fondre tout ça, on obtient une fonte à la sortie. Voilà, et les coulées de fonte. Quand j'étais gamin, j'habitais en Normandie, pas très loin, enfin 10-15 km d'un haut fourneau. Et la nuit, quand il faisait des coulées, le ciel, on le voyait, je le voyais de chez moi, 15 km, on voyait le ciel devenir tout jaune. Alors la fonte, donc la fonte on est entre 2 et 6% de carbone. Donc on va envoyer la fonte dans un convertisseur afin d'obtenir de l'acier sauvage. L'acier sauvage c'est un acier qui est prêt à être utilisé pour faire des mélanges. On va lui rajouter des petites choses. Donc l'acier c'est en dessous de 2%, la fonte c'est entre 2 et 6%. On envoie l'acier sauvage dans une station d'affinage, donc température constante. Mais bon, c'est pas cette station-là, ça va être plutôt celle-ci. Donc on refait chauffer, on mélange avec des petites choses et puis on va obtenir quand même des aciers. Donc soit des brames, des blooms, des billettes, c'est suivant la forme qu'on obtient à la sortie. Pour comprendre les désignations de matériaux, il faut comprendre l'essai de traction. Pour un grand nombre de matériaux, les courbes obtenues présentent une zone appelée domaine élastique où le matériau, ce qu'on appelle une éprouvette, il y a des dimensions normalisées, on usine des éprouvettes pour faire les essais. Où le matériau est parfaitement élastique. Donc ça peut paraître bizarre qu'un acier ça soit élastique. On ne le voit pas, c'est des microns. Mais un acier c'est élastique, si je tire dessus, il s'allonge, si je le relâche, il reprend sa dimension initiale. Donc on fait des essais de traction, on usine à des dimensions normalisées des éprouvettes suivant les matériaux qu'on veut tester. On les met dans une machine ici hydraulique, on va tirer dessus, ça va nous tracer une courbe en même temps. Donc on va voir déjà l'essai de traction. Donc voilà la belle machine, je retrouve un petit film sur YouTube, on tire dessus, donc il y a des capteurs ici et on va mesurer, tracer la courbe en même temps. On a un phénomène qui apparaît là, la striction. La striction, on a un étranglement ici, la pièce est fragilisée déjà, elle est bientôt foutue. Et on va tirer jusqu'à la rupture. Ça y est. Donc en même temps qu'on tire, la petite machine vous trace une courbe. Donc zone élastique. Par ici j'ai mis entre guillemets, c'est la force en gros, et ici c'est la longueur de l'éprouvette. C'est pas tout à fait ça, mais on va y aller avec ça.
Donc la zone élastique, si je tire sur mon éprouvette, elle va s'allonger. Donc ici, j'ai une zone élastique et on a ce qu'on appelle RE, résistance élastique. C'est une zone qu'il ne faudra pas dépasser sur les pièces parce qu'après, elle est abîmée la pièce. Donc ma pièce s'allonge, s'allonge, s'allonge. Je continue de tirer. Ma courbe en gros a fait ça. Et on est rentré ici. Dès qu'on a déplacé la zone de limite élastique, RE, on est passé en zone de déformation plastique. Ça veut dire que la pièce est définitivement déformée. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Et là, si j'arrête l'effort, qu'est-ce qui va se passer? Ben, mon matériau, il est toujours élastique hein, quand même. Donc, il va revenir, mais il va revenir en prenant une parallèle à cette droite-là, l'élasticité ici, et la longueur de la pièce va être plus longue. On continue de tirer, on a la résistance à la rupture ici, on est arrivé là, mais la pièce n'est pas encore cassée. Par contre, l'effort après il descend. Pourquoi il descend? Parce qu'on a une zone de striction qui va apparaître à partir de ce point-là. Donc il y a beaucoup moins de matière ici. Donc pour continuer de l'allonger, j'ai besoin de tirer moins fort. Donc l'effort descend jusqu'au point de rupture. Donc c'est ce qu'on appelle la zone de striction. La striction, c'est l'étranglement sur l'éprouvette. Voilà. Donc j'ai mis un carambar, le vrai carambar caramel, pour les trucs qu'ils font aujourd'hui. Parce que moi ça me fait penser au carambar. Suivant la température du carambar, quand on tire dessus, il s'allonge et il va y avoir le phénomène de striction qui va apparaître et il reste attaché par un fil. Et ça va dépendre de sa température. Donc un carambar chaud va se déformer beaucoup plus facilement. Il réagit en gros comme l'acier. La suite, c'est pas le tout. Les aciers non alliés d'usage courant. Allez, on va avoir l'acier de construction. Le E360 par exemple. E, ça veut dire acier de construction mécanique. 360, c'est la limite d'élasticité RE en mégapascal. C'est ce qu'on vient de voir sur la courbe. Donc dans sa désignation, on donne sa limite d'élasticité. Et quand on utilise ce matériau-là, on fera des calculs de résistance de matériaux pour ne pas dépasser cette limite d'élasticité. Sinon la pièce après elle est allongée et elle est fragilisée, même si on n'a pas atteint le point de rupture. Donc l'excellent livre Guide du dessinateur industriel à se procurer. Il faut l'acheter absolument celui-là. Je ne suis pas sponsorisé, mais bon, je l'utilise très largement. Donc dans le bouquin, moi je fais mettre un petit coup de fluo à mes élèves parce qu'ils ne s'y retrouvent pas forcément. Donc un coup de fluo sur le S et acier d'usage général. Voilà, comme ça quand ils cherchent un S dans le bouquin, ils retrouvent tout de suite. S, ça veut dire acier d'usage général. E, ça veut dire acier de construction mécanique. Et le nombre qui suit indique la valeur minimale de la limite d'élasticité en mégapascal. Donc c'est le fameux RE, la limite d'élasticité. Et s'il s'agit d'un acier moulé, la désignation est précédée d'un G. On peut avoir des GE, des GS ou des GC pour celui d'après. Donc acier de construction le E, acier d'usage général le S, 355-360 c'est la limite d'élasticité RE. Bon, ils sont équivalents, hein, c'est pas à 5 près. Par contre, ils vont avoir d'autres caractéristiques mécaniques qui vont être différentes de l'un à l'autre. Le S, par exemple, est largement utilisé en soudure. Tout ce qui est mécano-soudé. Et on a la famille des C35, dont j'en ai pas encore parlé. C, ça veut dire acier non allié. 35, c'est le pourcentage de carbone. Mais il ne peut pas y avoir 35% de carbone dans un acier. Donc, il a été multiplié par 100. Ça, c'est la norme. Hein, et au lieu de mettre 0,35, ils mettent 35. Donc, il faut y penser. J'ai parfois des élèves qui me disent qu'il y a 35% de carbone dans l'acier. Ça ferait un matériau qui ne tiendrait pas beaucoup. Alors, dans le livre, on retrouve à la page désignation des matériaux, acier non allié, coup de fluo ici, et il y a un exemple de données. Il y a souvent des exemples de données dans le bouquin à utiliser. Donc, coup de fluo ici pour ne pas perdre trop de temps à chercher. C40, l'exemple qui est donné, c'est un acier non allié avec 0,4% de carbone. Application, question 1, page 6. On y va. Donc moi le but c'est qu'on m'explique ce que c'est que ces désignations-là qu'on retrouve dans les nomenclatures des sujets. Le C40, on vient de le voir, acier non allié, 0,4% de carbone. Donc ça me suffit comme réponse.
Parce qu'après, si on cherche dans le bouquin sur les aciers non alliés, il y a plein d'autres choses à dire. Moi, je veux juste comprendre la désignation, ce qu'elle veut dire. Le GE 295, donc c'est un E 295, on a rajouté un G pour dire qu'il est moulé. C'est un acier de construction mécanique moulé. Et le 295, il suffit de me mettre résistance élastique, RE égale 295 mégapascal. Ne pas oublier l'unité, même si on ne sait pas trop forcément à quoi ça correspond. Un résultat sans unité, ça ne sert pas à grand chose. Le S185, donc on a un acier d'usage général. Et le nombre qui est derrière, c'est la limite d'élasticité en mégapascal, 185 mégapascal. Le C60, c'est comme le C40, hein, sauf qu'on a rajouté un G pour dire qu'il est moulé. Acier non allié moulé, 0,6% de carbone. Alors, entre le 295 et un S275, lequel est le moins élastique, donc il faut revoir la courbe ici. Le nombre qui est donné, 275-295, c'est la limite d'élasticité, donc c'est le S275. Tant qu'on reste dans cette zone-là, qu'on tire sur la pièce, essai de traction, ma pièce elle n'est pas abîmée, elle est élastique, elle revient à sa dimension initiale. La suite, les aciers faiblement alliés. Alors, se divise en deux familles. D'abord, les aciers faiblement alliés. Si ça commence par un nombre, on a affaire à un acier faiblement allié. Et celui-là, c'est le plus dur à comprendre. Donc déjà, le nombre, c'est le pourcentage de carbone multiplié par 100. Donc en vrai, on a 0,3% de carbone. Je rappelle, on ne peut pas avoir 30% de carbone dans un acier. Ça sera un truc hyper cassant. Les symboles des éléments d'addition sont rangés dans l'ordre décroissant. Donc voir tableau symbole chimique, voilà, il est dans le bouquin aussi, ce tableau-là. Donc dans l'ordre décroissant, il y a plus de nickel que de chrome, que de molybdène. Et après on a leur pourcentage aussi dans l'ordre décroissant. Donc le 6 en fait, c'est là que c'est pas évident à comprendre, le 6 il est pour le nickel. Le 4 il est pour le chrome. Et là il n'y a pas la valeur. S'il y avait une valeur ici, elle serait pour le molybdène. Quand il n'y a pas la valeur, ça veut dire qu'il y a des traces. On ne sait pas exactement combien, on est en dessous de 1%, des traces de molybdène. Donc, on pourrait se dire qu'on a un acier faiblement allié, avec 0,3% de carbone, 6% de nickel, 4% de chrome, sauf que ça ne marche pas comme ça. Ils sont allés nous compliquer un peu la vie. Ils ont mis des coefficients ici. On a un petit tableau aussi dans le bouquin, qui est dans le cours aussi, que vous pouvez télécharger. Hein, il y a un lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, les plus courants, c'est coefficient 4, le chrome, cobalt, etc. Coefficient 4, donc il faut diviser cette valeur par 4. 6 divisé par 4, ça me donne 1,5. Il n'y a en réalité qu'1,5% de nickel. 4 divisé par 4, le chrome c'est un coef 4 aussi, ça fait 1, il y a qu'1% de chrome. Et là, pas de valeur, donc des traces ou en dessous de 1% de molybdène. Donc là, c'est le plus balèze à expliquer. C'est un acier faiblement allié, 0,3% de carbone, 1,5% de nickel, 1% de chrome et moins de 1% de molybdène. Donc tout ça, on travaille avec le bouquin. Hein. À une autre époque, on apprenait tout ça par cœur. C'est bien fini ça. Si on est capable de retrouver le renseignement en 2 minutes, c'est pas la peine de s'encombrer la tête. Avec le bouquin, on l'a ici, donc pareil, un petit coup de fluo ici, acier faiblement allié. Il y a un exemple de données pour voir comment ça marche. Ici, 3 divisé par 4, ça fait bien penser à regarder le tableau des coefficients. Bon, fluo là-dessus. On a la famille des aciers alliés, les fortement alliés. Donc il y a un des éléments qui dépasse 5%. Donc si ça commence par un X, c'est un acier fortement allié. Voilà ce qu'il veut dire. Le 6, c'est le pourcentage de carbone multiplié par 100. Donc on fait 6 divisé par 100, 0,06. Il y en a qui divisent par 10 des fois. Et on a les éléments d'addition dans l'ordre décroissant. Donc il y a plus de chrome que de nickel. Et leur pourcentage dans l'ordre décroissant. Donc le 17, ne pas se faire avoir, c'est bien pour le chrome. Le 12, c'est pour le nickel. Et là, il n'y a pas d'histoire de coefficient. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça pour l'acier faiblement allié.
doit y avoir une application dans l'industrie, inconnue pour moi. S'il y a des pros qui connaissent, un petit commentaire serait le bienvenu. En tout cas ici il est plus simple, hein. Si on a compris le faiblement allié, celui-là on s'en sort bien. 17% de chrome, 12% de nickel. Voilà. Dans le livre on le retrouve aussi. Donc coup de fluo sur acier fortement allié. Et l'exemple d'application aussi là, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà la désignation pour une fonte. EN c'est le préfixe pour dire désignation. Ici on a une fonte à graphite sphéroïdale. On a toutes les lettres ici. Graphite malléable à cœur blanc, malléable à cœur noir. Ça c'est extrait, il n'est pas dans le Chevalier celui-là, il est extrait d'un autre livre. Par contre vous retrouvez ces explications là dans mon cours. Derrière on a la résistance à la rupture, puisque sur une fonte on ne donne pas la résistance élastique. La zone élastique est difficile à voir sur un essai de traction sur des fontes. C'est très peu élastique une fonte, donc on donne la résistance à la rupture. Par contre surtout pas atteindre, puisqu'il ne faut surtout pas dépasser la résistance élastique. Enfin les pièces en fonte on ne les soumet pas de la traction, ça ne tient pas bien. Et on peut avoir aussi le pourcentage d'allongement après rupture. Donc on tire sur l'éprouvette, on la casse, on recolle les morceaux et on fait un petit calcul, on mesure, on fait un petit calcul d'allongement. Donc une première fonte à graphite lamellaire, donc GGL, NGGL, ça veut dire fonte à graphite lamellaire. Les plus économiques, ce sont les fontes de moulage par excellence, ce qu'on appelle les fontes grises. Donc le nombre qui est de derrière, c'est la résistance à la rupture, RR, 200 mégapascales. Donc si je regarde l'essai de traction ici pour un acier, pour une fonte, en gros ça me donnerait ça. La limite d'élasticité ici qui est très visible sur un acier, ben sur la fonte elle serait quelque part par là, on ne la voit pas. Donc c'est pour ça ils vont donner la résistance à la rupture. Par contre on ne tire pas sur une fonte. Une autre fonte à graphite sphéroïdale, donc fonte à graphite sphéroïdale obtenue par addition de magnésium avant moulage. 500 c'est la résistance à la rupture, RR en mégapascal, et 7 là c'est le pourcentage d'allongement après rupture. Donc on casse l'éprouvette, on recolle, on fait un petit calcul de pourcentage d'allongement. Et on a les deux ici qui vont ensemble, malléable à cœur blanc, W pour white, malléable à cœur noir, B pour black. Ouais, l'accent. Elles sont obtenues par traitement thermique, recuit de la fonte blanche à base de perlite et de cémentite. Donc là c'est un domaine où je suis pas à l'aise. S'il y a des pros c'est pareil, allez-y en commentaire, on peut avoir des détails. Donc les traitements thermiques, on monte les pièces en température, on les refroidit plus ou moins rapidement, bain d'huile, bain d'eau, pour les refroidir et on obtient des caractéristiques mécaniques spécifiques. Donc ça c'est un métier à part entière, hein. C'est pas mon domaine. Donc 400 résistance à la rupture, RR, en mégapascal, ne pas oublier l'unité même si on ne sait pas ce que ça veut dire, et 15 pourcentage d'allongement après rupture. Dans le bouquin, fonte à graphite lamellaire, hop, il y a l'exemple de données ici, fonte à graphite sphéroïdale, un exemple de données ici. Donc dans le bouquin là, il est un petit peu moins clair. Hein. Et les fontes malléables, un coup de fluo ici. Et on a ici, donc pour les malléables, là c'est pas clair du tout. À la limite, moi je fais acheter à mes élèves le bouquin et ils ont tout à fait le droit d'écrire dans le bouquin, donc ils peuvent rajouter des choses là, telles que white et black ici, fonte malléable à cœur blanc ou à cœur noir. Application. Question 2, page 6, c'est parti. Donc expliquez tout ça. Si ça commence par un G, ça veut dire que c'est moulé déjà. Le X, donc c'est un acier fortement allié. Il y a plus de chrome que de nickel que de titane. Le 18 c'est pour le chrome, le 10 pour le nickel. Donc acier fortement allié moulé, 0,06% de carbone, ça démarre par le pourcentage de carbone, 18% de chrome, 10% de nickel et des traces de titane, c'est en dessous de 1%. Ici on a le plus balèze, acier faiblement allié, ça commence par un nombre, c'est le pourcentage de carbone x 100. On a plus de nickel que de chrome que de molybdène. Le 16 est pour le nickel, par contre il faut penser au coefficient.
Donc 16 divisé par 4, ça nous donne environ 4% de nickel. Acier faiblement allié, 0,36% de carbone, 4% de nickel et des traces. Il n'y a pas les valeurs ici, donc c'est des traces de chrome et de molybdène. G, ça veut dire que c'est moulé. Acier faiblement allié encore, 0,16% de carbone. Le 6, c'est pour le chrome. Donc 6 divisé par 4, 1,5. Et des traces de nickel. Bon, ça doit commencer à rentrer. Avec le cours sous la main à côté, ça se fait pas trop mal une fois que c'est pigé. ENGJMW, une fonte malléable à cœur blanc. 400 résistance à la rupture en mégapascal. Et 15 pourcentage d'allongement après rupture. ENGJS, fonte à graphite sphéroïdale. RR 600 mégapascal, 3% d'allongement après rupture. Allez, un petit dernier. Le X, c'est pour dire acier fortement allié, 0,05% de carbone. 18, c'est pour le chrome. Le 10 pour le nickel. Donc, on obtient ceci. Et la petite question pour départager les meilleurs. Entre un acier fortement allié qui a 0,06% de carbone et une fonte où on ne sait pas combien il y a de carbone, lequel a le plus de carbone? Ah, question difficile ça, il faut se rappeler le début du cours. Donc on a vu que les aciers c'était jusqu'à 2% de carbone, les fontes c'est entre 2 et 6% de carbone. La fonte c'est ce qu'on obtient en premier, on réchauffe pour justement enlever du carbone. Donc c'est la fonte qui a le plus de carbone, toujours par rapport à un acier. On continue, aluminium et alliage d'aluminium. Fabriqués industriellement depuis 1886, ces métaux sont les plus utilisés juste après les fontes et les aciers, bien sûr. Ils coûtent plus cher. Aluminium et alliage d'aluminium corroyé. Alors, on a un système de codification aussi. ENAW, ça veut dire alliage d'aluminium corroyé. Là, on a une codification, il faudra avoir le livre pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. Moi, je n'ai pas le bouquin. Par contre, très souvent, entre crochets ici, on met l'ancienne désignation, qui pour moi était plus pratique. Ça commençait par AL, c'est un alliage d'aluminium, 4% de cuivre, 1% de magnésium. Là, c'était plus simple. Le corroyage. J'ai parlé de corroyage, consiste en un martelage du métal à la presse de manière à améliorer ses caractéristiques mécaniques. Il provoque un resserrement du métal et une orientation des cristaux par l'action d'un travail de déformation dans une ou plusieurs directions privilégiées. En fait, on donne la forme qu'on veut à la pièce, on peut avoir des profilés, et le fait d'écraser la matière, ça donne des caractéristiques mécaniques qui peuvent être meilleures. On réoriente les fibres. Et en gros, c'est écrasé entre deux rouleaux pour donner la forme qu'on veut. Aluminium et alliage d'aluminium moulé. Alors, ENAB. AB, ça veut dire moulé. Ici, 21 000, c'est une codification. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Enfin, ça veut dire que ce qu'il y a dedans, mais je n'ai pas les extraits des normes. L'ancienne norme entre crochets qui est plus pratique, alliage d'aluminium, 4% de cuivre, magnésium, titane, il n'y a pas de pourcentage, donc ça va être des traces, moins de 1% de magnésium et de titane. Et donc on peut l'acheter en lingot ici, il n'y a plus qu'à le refaire chauffer et mettre dans les moules pour obtenir les pièces que l'on veut. Tout ce qui est cuivre et alliage de cuivre, plus lourd que l'acier, grande résistance à la corrosion, grande conductivité électrique qui le rend indispensable dans les industries électriques et électroniques. Grande conductibilité thermique. C'est dur à prononcer ça. Alors, tout ce qui est alliage de cuivre. Cuivre plus étain, c'est du bronze. Ça, on parle des fois de bronze, en fait c'est un alliage de cuivre, où il y a pas mal d'étain. Cuivre plus zinc, c'est du laiton. Cuivre aluminium, du cupro-aluminium. Cuivre nickel, cupro-nickel. Cuivre nickel et du zinc. C'est ce qu'on appelle le my short, couramment utilisé. Donc bronze, je suis allé chercher une antiquité, ouais, un bon petit canon en bronze. Le laiton, pour des pièces marines, ça résiste très bien à l'eau salée. Cupro-aluminium, pareil, ça résiste à la corrosion. Cupro-nickel, idem, ici on a des tuyauteries. Et my short, qui se moule bien. Ici on a de la cuillère et les petites applications. Donc l'ancienne désignation, ça commençait par CU,
c'est un alliage de cuivre avec 10% d'étain et 1% de zinc. Bon, nouvelle désignation, CW, alliage de cuivre corroyé. Avec une codification derrière, il faudrait avoir des normes, mais on a souvent entrecroché l'ancienne désignation. Dans le livre, on les repère aussi, tout ce qui est cuivre et alliage de cuivre, CW ou l'ancienne désignation, alliage de cuivre corroyé. Et puis on raconte qu'il y a 39% de zinc, 2% de plomb. Application, question 3, page 6, c'est parti. Alors celui-là, c'est un alliage d'aluminium corroyé. Donc ça me suffit comme réponse. 7020, on ne l'explique pas parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour. Par contre, avec l'ancienne désignation, on peut dire qu'il y a 4,5% de zinc et 1% de magnésium. ENAB, alliage d'aluminium moulé. Donc 4% de cuivre, des traces de magnésium et de titane. CUZN39PB2, donc ça c'est un laiton. Un cuivre avec beaucoup de zinc, c'est du laiton. C'est un alliage de cuivre, 39% de zinc, 2% de plomb. Et le dernier, CUSN, donc c'est étain, 12% d'étain et 1% de zinc. C'est la famille des bronzes. Alliage de cuivre avec 12% d'étain et 1% de zinc. Eh bien, nous sommes arrivés au bout. Donc c'est un petit cours un petit peu laborieux, pour forcément agréable. Mais bon, il n'y a pas à apprendre par cœur, il y a juste à comprendre comment ça fonctionne et puis réussir à s'y retrouver là-dedans. Et s'il y a des pros, je le répète, qui n'hésitent pas à mettre des commentaires pour donner des petits détails, ça serait intéressant. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.